Bienvenue sur RFI, les 6h30 à Paris et à Béni, 4h30 en temps universel. Mathieu Auger. Le Nord Kivu en RDC sous tension après le massacre de Béni il y a 10 jours. Les craintes de nouvelles attaques virent à la justice populaire. 2 femmes brûlées vives hier à Butembo. Et puis toujours en RDC, nous reviendrons sur le dialogue politique ou comment la réunion préparatoire a divisé l'opposition. Le Burundi également à la une alors que la Commission nationale de dialogue interburundais se dit favorable à l'abandon de la limitation du nombre de mandats. Nous verrons comment réagit l'opposition. Nous reviendrons aussi sur l'abandon par la justice au Tchad de l'enquête sur les disparitions de militaires disparus après l'élection présidentielle en avril dernier. Puis Madagascar, nous ferons le point sur l'enquête sur le meurtre de 2 jeunes Français le week-end dernier sur l'île Sainte-Marie. 10 jours après le massacre qui a coûté la vie à près de 50 personnes à Béni, les populations de la région sur le qui-vive dans le Nord Kivu, une crainte sécuritaire qui a viré à la psychose hier à Butembo, à une 50aine de kilomètres de Béni. Les habitants à cran se sont lancés dans une véritable opération de justice populaire. 2 femmes ont ainsi été brûlées vives, soupçonnées d'être venues créer l'insécurité dans la ville. Explication signée Léa Lisa Westerhoff. C'est sur un barrage improvisé par les habitants de Butembo que le drame est arrivé. 2 véhicules transportant des voyageurs sont interceptés au centre-ville. Des membres d'un groupe d'autodéfense contrôlent l'identité des passagers. Une opération qui consiste généralement à vérifier si les personnes maîtrisent les langues de la région, le swahili ou le nandé. 2 femmes ne parlent pas ces langues, elles sont alors soupçonnées d'être hutu-rwandaises, des étrangères donc. Très vite, le contrôle dégénère, les 2 femmes sont lynchées puis brûlées sans que la police n'ait le temps d'intervenir. Comment expliquer cette éruption de violence ? Dans l'opinion, une rumeur est largement répandue, celle que des Hutus rwandais prêteraient main forte aux rebelles ADF Nalu. Résultat, la crainte d'être attaqué par des rebelles a créé une vraie paranoïa et des réflexes xénophobes. Pour ne rien simplifier, d'importants mouvements de migration de Hutus en direction de Bunia ont été observés ces derniers mois. Sans explication officielle, ils alimentent les interrogations et les rumeurs. Hier, il aura fallu la journée pour que le calme revienne à Butembo, des tirs en l'air de la police pour venir à bout des jets de pierre et de la colère des habitants qui accusent les forces de l'ordre de ne pas faire assez pour les protéger. Léa Lisa Westerhoff, la République démocratique du Congo, toujours à la RDC, où le représentant de l'Union européenne sur place appelle à un dialogue politique inclusif afin d'aboutir à un consensus électoral. Et déclaration hier de Jean-Michel Dumont qui intervient au lendemain de la première réunion préparatoire à ce dialogue, un rendez-vous, on vous en parlait hier, boudé par une grande partie de l'opposition. Certains, comme par exemple l'Alliance des travailleurs congolais pour le développement de José Makila, avaient tout de même décidé d'y aller, ce qui n'est pas sans créer des tensions dans les rangs de l'opposition. À Kinshasa, Kamanda Wakamanda Muzembe. José Makila est leader de l'Alliance des travailleurs congolais pour le développement. Il a affirmé qu'en tant que gouverneur du Sud-Ubangi, il représente les institutions au comité préparatoire au dialogue. Mais ses camarades de l'alternance pour la République n'ont pas voulu l'entendre de cette oreille. Au cours d'une réunion extraordinaire, la conférence de présidents de cette plateforme qui soutient le candidat Moïse Katumbi a décidé d'éjecter l'ADT de José Makila. Franck Diongo, le président intérimaire de l'alternance pour la République. Et nous venons de prendre une décision difficile à prendre, l'exclusion d'un collègue et un ami et un frère qui a pris une position à travers son mouvement contraire à la ligne de la plateforme et du rassemblement. Il faut voir l'AR comme un sujet unitaire du rassemblement. Le rassemblement donnera une position officielle s'il y a évolution. Joint par RFI, José Makila a déclaré qu'il prend acte de cette décision d'exclusion et qu'il ne regrette rien. Quant au député national UDPS Sami Badibanga, il a dit être à la tête de la délégation des députés et sénateurs au comité préparatoire. Mais le groupe parlementaire UDPS allié, dont Sami Badibanga est pourtant le président, a désavoué ce député tout en dénonçant, je cite, le déviationnisme de certains de ses membres, Kamanda ou Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Et puis en RDC, toujours l'extension de l'épidémie de choléra inquiète les organisations internationales. La situation est très préoccupante. La maladie est en train de se propager. 15 000 cas depuis janvier recense l'Organisation mondiale de la santé. 382 décès depuis le début de l'année selon l'OMS, alors que l'épidémie poursuit son extension le long du fleuve Congo, mais aussi dans le nord-ouest du pays, dans la province du Nord Ubangi.
RFI à Bujumbura, 96.1 FM. Au Burundi, les conclusions de la Commission nationale de dialogue interburundais font parler. Parmi ces préconisations de la CNDI, la fin de la limitation constitutionnelle du nombre de mandats. La Commission dit s'appuyer sur une série de consultations menées à travers le pays. Mascarade, dit l'opposition, qui qualifie la CNDI d'organe subordonné au pouvoir. Pour l'opposition, il n'y a qu'une seule consultation, qu'un seul dialogue valable, celui organisé à Arusha par la facilitation tanzanienne. Carole Valade. Les Burundais de la diaspora seront invités au dialogue, y compris ceux qui sont poursuivis par la justice, affirme la CNDI. Mais l'opposition et la société civile refusent en bloc, considérant que ces consultations sont, je cite, une mascarade organisée par le pouvoir. Charles Détigé, président du parti d'opposition UPRONA. Et nous avons constaté que les gens qui osaient dire le contraire de ce qui avait été préprogrammé par le pouvoir, donc on ne leur donnait pas la parole, donc c'était un montage concis de toutes pièces. Ceux qui ne veulent pas participer seront gouvernés par les idées des autres, répond la CNDI, selon qui la majorité des citoyens voudrait supprimer la limite du nombre de mandats présidentiels fixée à 2 par la Constitution. Autre demande, que la Constitution prime sur l'accord d'Arusha, le texte qui a mis fin à 10 ans de guerre civile et instauré des quotas ethniques dans la police et l'armée. Monseigneur Justin Soïsaba, président de la CNDI. On a parlé des Hutus et Tutsis, des pourcentages. On va garder ça jusqu'à quand? Et on a vu 60% des Hutus, 40% des Tutsis, et on a oublié les Batwa. Rompre avec cet équilibre, ce serait ouvrir la porte au génocide, selon Charles Détigé. L'opposant s'insurge aussi contre une troisième proposition de la CNDI, réformer la loi sur les partis politiques pour, je cite, éliminer ceux qui ne représentent rien et qui causent le chaos. Carole Valade, et pour l'instant, la facilitation tanzanienne n'a pas fixé de date pour la prochaine étape des pourparlers qui sont au point mort. Benjamin Mkapa doit présenter son rapport lors d'un sommet des chefs d'État de la sous-région le 11 septembre prochain. À 2 jours maintenant de la présidentielle au Gabon, la mise en garde de l'Union européenne, le scrutin, de même que la compilation et la publication des résultats doivent se dérouler dans la transparence, a rappelé hier la chef de la mission d'observation électorale de l'UE dans le pays. La commission électorale, tout comme le gouvernement, se sont engagés à faciliter l'accès des observateurs aux résultats de la compilation des voix. Plus de 600 000 Gabonais sont appelés aux urnes ce samedi pour ce scrutin à un tour. 11 candidats sont en lice, dont le président sortant Ali Bongo Ondimba. Et puis on y revient sur RFI dans une dizaine de minutes. L'invité de RFI sera l'un de ces candidats, Jean Ping. Au Tchad, affaire classée, le dossier de la disparition de militaires au lendemain de la présidentielle d'avril dernier définitivement refermé. Décision de la justice tchadienne. Une partie de l'opposition et les associations de la société civile accusaient le pouvoir d'avoir fait disparaître des militaires qui n'auraient pas voté pour le président sortant Idriss Déby. Au terme de son enquête, donc, les conclusions du procureur sont claires. Le dossier est vide. N'Djamena Madjastranako. Le procureur de la République, Al-Gassim Khamis, dit avoir ouvert une enquête sur la disparition supposée d'Al-Ramadi Fidel, Mbairari Ngaba, Bathierry Assil, Ndjedanoum Beossou et Beas Nangartidi, membres des forces de défense et de sécurité annoncés comme disparus après le vote des militaires le 9 avril dernier. Mais au terme de l'enquête où la police a écouté les leaders de l'opposition, de la société civile, des chefs militaires dont le chef d'état-major de l'armée, il n'a pu retenir aucun fait pénal et décide de classer l'affaire sans suite. Mieux, dit-il, les accusateurs se sont dédits. Al-Gassim Khamis. Le dénonciateur a reconnu lui-même qu'aucun militaire n'est ni mort ni disparu. Et en définitive, la preuve de vie de ces militaires supposés morts ou disparus est à présent formellement établie. L'enquête n'a pu retenir aucun fait pénal quelconque. C'est pourquoi, après examen des procès-verbaux à nous transmis, et effectuer tous les compléments d'enquête jugés utiles, le parquet d'instance a décidé de classer sans suite le dossier pour des faits non établis. Pour Maître Alain Kagombe, un des avocats des chefs de parti d'opposition, le classement sans suite n'emporte pas l'extinction de l'affaire qui peut ressurgir un jour. Madjasra N'Djamena,
RFI. Au Zimbabwe, une manifestation du principal parti d'opposition dispersée à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau hier à Harare. Manifestation contre justement ces violences policières et plus généralement contre le régime du président Mugabe, de plus en plus contesté ces derniers mois. Sa politique économique notamment est dans le viseur. Le gouvernement zimbabwéen aurait ainsi, selon plusieurs médias, annoncé hier qu'il comptait supprimer 8000 emplois au ministère de l'Agriculture et geler le recrutement de nouveaux fonctionnaires et des fonctionnaires qu'il a de plus en plus de mal à payer en temps et en heure. 3 jours d'audience, pas un de plus à la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas. Le procès d'Ahmad Al-Mahdi s'est achevé hier pour connaître la peine du djihadiste malien poursuivi pour la destruction de plusieurs mausolées classés à Tombouctou en 2012. Il faudra attendre le 27 septembre prochain. Le procureur a requis entre 9 et 11 ans de prison conformément à un accord passé avec la défense. Maître Guilissen est l'un des avocats d'Ahmad Al-Mahdi. Il estime que le comportement de son client, en particulier ses aveux et ses excuses en début de procès, justifie effectivement une peine atténuée. Nous avons tenté de négocier un accord que je pense pouvoir dire extrêmement correct vis-à-vis de tous, en pensant constamment aux victimes qui ont droit à la justice. Et donc, il n'y a pas d'aspect d'avantage de ces aveux. Il y a cette volonté de repentir parce que cet homme sait qu'il s'est dévoyé. Et qu'en se dévoyant, il n'a pas été à la hauteur de ce qu'il estime être sa mission. Dans la fixation d'une peine, la rétribution est un aspect extrêmement important. Et pourtant, à bien y penser, la rétribution a son aspect sombre, c'est son aspect loi du talion. On vous parlait tout à l'heure de messages à envoyer. Il faut une justice exemplaire. Mais messieurs les juges, une justice pour l'exemple n'est jamais un exemple de justice. Jamais. Parce que vous ne jugez pas pour les autres, vous jugez un homme. Et oui, si on est capable de reconnaître sa culpabilité, d'aider à la recherche et à la découverte de la vérité, oui, il y a place pour une forme de repentir et une manière de réduire effectivement la peine dans des mesures extrêmement raisonnables. L'un des avocats du djihadiste malien Ahmad Al-Mahdi, maître Guilissen, interrogé par Laura Martel. Le port de Lobito, deuxième port d'Angola, au ralenti depuis 2 jours. Mouvement de grève des ouvriers pour protester contre le non-paiement de leur salaire. 2000 d'entre eux ont cessé le travail. Cela fait 4 mois qu'ils n'auraient pas touché d'argent, disent-ils. RFI à Antananarive, 96 FM. Madagascar, l'enquête sur le meurtre de 2 jeunes Français le week-end dernier sur une plage de Sainte-Marie. Hier, le parquet de Paris s'est saisi de l'affaire. La France qui pourrait ainsi, si les autorités malgaches l'acceptent, envoyer très rapidement des techniciens de police scientifique et prendre en charge l'autopsie des 2 corps sur place. Pendant ce temps, la justice malgache assure que l'enquête avance. À Sainte-Marie, la correspondance est signée Sarah Teto. Ce matin, ils sont toujours 7 individus à être gardés à vue. 2 femmes et 5 hommes. Un Français fait partie des suspects. 5 d'entre eux résident à Sainte-Marie. Les 2 autres viennent de Tamatave. Pour le moment, seules les 4 personnes qui étaient en boîte de nuit le soir du meurtre ont été auditionnées. Le procureur a dressé le profil du Français, la vingtaine, animateur plongeur et ex-petit ami de la victime. Étrangement, le représentant du gouvernement ne disposait d'aucune information sur les autres suspects. La plage où ont été retrouvés les corps est encerclée de maisonnettes. Pourtant, ici, personne n'a rien vu ni entendu. Questionné sur la possibilité que des témoins aient pu être payés pour se taire, les autorités n'ont pas démenti. Hier, presque 4 jours après le drame, la plage a enfin été ratissée par les enquêteurs et les maisons aux alentours ont finalement fait l'objet d'enquêtes de voisinage. Des proches du dossier déplorent un manque de moyens. Sur le terrain, il n'y a que 5 enquêteurs. À la caserne, les auditions sont rythmées par des coupures de courant. Il n'y a plus d'encre depuis 2 jours dans l'unique imprimante qui sert aux dépositions. Tout à l'heure, à 14h30, une marche silencieuse, respectueuse des traditions funéraires malgaches, doit avoir lieu à Sainte-Marie en hommage aux victimes. Sarah Teto, Sainte-Marie, RFI. En Afrique du Sud, le ministre des Finances, Parvin Gordhan, n'ira pas à la convocation. La police voulait l'entendre ce jeudi au sujet des activités d'un des services qu'il a créé quand il était le directeur de l'administration fiscale, service chargé de lutter contre l'évasion fiscale, mais accusé d'avoir espionné des hommes politiques, dont le président Jacob Zuma. Accusation que nie le ministre. Certains voient dans cette affaire une manœuvre
pour se débarrasser de ce ministre des Finances dont les relations avec le chef de l'État ne sont plus très bonnes. Et puis en Afrique du Sud toujours, l'état de santé de l'archevêque Desmond Tutu s'est à nouveau dégradé. Le prix Nobel de la paix hospitalisé à nouveau hier pour une infection récurrente après son traitement contre le cancer de la prostate. Desmond Tutu, âgé de 84 ans, avait déjà été hospitalisé à 3 reprises pour les mêmes raisons l'an dernier. RFI, il est 6h45 à Paris. D'ici au prochain journal, nous feuilleterons les pages de vos quotidiens africains. Revue de presse avec Dominique Bayard dans une dizaine de minutes. Nous ferons également le point sur l'actualité complète du sport sur le continent. Ce sera avec Pierre Chaperon qui nous dira tout dans une petite quinzaine de minutes. Avant cela, on parle de la présidentielle de samedi au Gabon avec l'invité d'RFI. Les 2 derniers jours de campagne au Gabon, donc présidentielle ce samedi, 11 candidats en lice, dont le président sortant Ali Bongo. D'ici à demain soir, RFI donne la parole à tous ces candidats. Ce matin, celui qui, selon les observateurs, fait figure de principal opposant au président en exercice, Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, qui a bénéficié durant cette campagne du ralliement de 3 poids lourds de l'opposition. L'opposant Jean Ping répond aux questions de Jean-Jacques Louarn. Jean Ping, bonjour. Bonjour, M. Louarn. Les désistements de Casimir Oyemba, de Ginzuba Dama, de Léon-Paul Ngoulakia suffiront-ils pour vous ouvrir les portes du palais présidentiel ? Je pense que ces ralliements sont très importants. On nous a demandé à l'intérieur du pays un candidat unique. Même l'extérieur disait qu'il fallait un candidat unique. Nous avons écouté la voix de la population. Et nous avons constitué cette candidature unique. Et c'est très important. Vous avez vu ce que ça a donné partout. À Libreville, d'abord, dès qu'on a annoncé les premiers ralliements, à la place d'un Kembo, on nous dit qu'il y avait 85 000 hommes qui sont venus spontanément, parce que nous, on ne transporte pas les hommes comme le font les gens d'en face. Nous n'organisons pas le transport des électeurs. Ils viennent spontanément ou ils ne viennent pas. Le porte-parole du président sortant Ali Bongo n'a pas de mots assez durs. Alain-Claude Billy-Binzé parle de marchandage d'épicier, d'une candidature inique plutôt que unique. Vous savez, ce monsieur est connu, on l'appelle le perroquet du palais. Donc on est habitué à ce genre de sortie. Vous savez, nous on n'a pas d'argent. L'argent est entre les mains du pouvoir, l'argent de l'État. Ils font leur campagne avec l'argent de l'État. Ils font leur campagne avec les budgets qu'ils ont accumulés depuis 7 ans. Ils font leur campagne en faisant des transports de personnes. Et s'il fallait aller se faire vendre chez quelqu'un, c'est auprès d'eux. Vous comprenez que c'est ridicule. Alors quand même, j'ai envie de dire que cette campagne, parfois, ne vole pas très haut. L'Union, le quotidien pro-pouvoir, pro-gouvernemental, vous traite de Shintok, faisant référence à votre père chinois. Et vous-même, vous avez traité vos adversaires de cafards. Le regrettez-vous ? Non, d'abord, je n'ai jamais traité mes adversaires de cafards. Je me suis expliqué et j'ai même porté plainte. Je n'ai jamais traité mes adversaires de cafards. Il y a partout où nous passons, à lui comme à moi et comme aux autres candidats, on nous remet un balai pour nettoyer la maison, en règle générale. C'est arrivé il y a 1 an, il ressort ça maintenant pour le besoin de la cause, un montage grossier. D'ailleurs, les Gabonais n'y croient pas. Vous avez martelé qu'Ali Bongo n'est pas de nationalité gabonaise. Pensez-vous vraiment que cette polémique, est-ce que le terme polémique vous convient, aura un impact sur le vote des électeurs ? Écoutez, ce que je sais, avec précision, avec exactitude, c'est que les Gabonais ne veulent plus d'Ali. Ils se disent des choses simples. Nous avons 42 ans de plus 7, ça fait presque 50 ans de pouvoir d'un clan et d'une seule famille. Ça n'existe plus dans le monde. L'alternance est inscrite dans les données du XXIe siècle. On ne peut pas entrer au XXIe siècle à reculons. C'est ça que les Gabonais veulent. Ils n'en veulent plus. Le reste, ce sont des arguments que nous utilisons parce que l'argumentaire est important et parce que nous savons ce que pense le peuple. Il y a des choses que nous ne disons même pas alors que c'est ce que le peuple veut qu'on dise. C'est important. L'article 10 dont on parle tant, il a été introduit dans la Constitution par son père. Pourquoi l'a-t-il introduit? Nous ne savons pas. Contre qui? Nous ne savons pas.
mais c'est un article de la Constitution, de notre loi fondamentale. Il faut l'appliquer, c'est tout. Une fois élu, Jean Ping, que feriez-vous de mieux, de différent d'Ali Bongo? Tout sera radicalement différent. Nous pensons opérer une rupture totale. D'abord, vous voyez, lorsque nous parlons de cette affaire de 50 ans d'un clan, d'une même famille, moi je ne ferai qu'un seul mandat pour donner l'exemple. Un seul mandat. Comme ça, c'est une rupture profonde. Un seul mandat. Mais également, nous allons nous atteler à résoudre le paradoxe qu'il y a entre un pays très très riche qui est le Gabon et une population immensément pauvre. C'est un paradoxe. Nous savons pourquoi et nous savons comment nous allons le résoudre. Jean Ping, merci. L'opposant Jean Ping, donc candidat à la présidentielle au Gabon samedi prochain, répondait aux questions de Jean-Jacques Louarn. Interview à retrouver en intégralité sur notre site rfi.fr. RFI 6h50 à Paris. Dans l'actualité, le président colombien salue la fin de la tragédie de la guerre après la signature d'un accord de paix avec les FARC cette nuit. Accord qui prévoit la démobilisation de cette rébellion active depuis plus de 50 ans. Elle sera soumise à un référendum le 2 octobre prochain. Juan Manuel Santos a dit ressentir une profonde émotion, une grande joie à cette nouvelle. Les fouilles et les recherches se poursuivent en Italie, dans le centre du pays, après le puissant séisme d'hier matin. D'après la protection civile, au moins 247 habitants ont été tués selon un dernier bilan. Plusieurs villages entièrement détruits, des bilans qui ne cessent de gonfler au cours de la journée. Un nouveau revers pour l'organisation du groupe État islamique en Syrie, où des rebelles syriens aidés par l'armée turque et par l'aviation de la coalition internationale ont pris le contrôle de la ville de Jarablus à la frontière avec la Turquie. Et c'est l'heure d'éplucher les quotidiens africains, la revue de presse africaine avec vous, Dominique Bayard, bonjour. Bonjour à tous. À la une, l'attente du verdict après le procès du Malien poursuivi à La Haye pour la destruction des mausolées de Tombouctou. Procès qui continue à susciter le malaise parmi les éditorialistes de la presse malienne. Dans l'indicateur du renouveau, DAC rappelle que les vrais bourreaux continuent de se la couler douce et il cite des noms. Cheikh Al-Aoussa, l'ancien bras droit d'Iyad Al-Ghali à Kidal, qui a retourné sa veste. Mohamed Agmoussa, qui règne désormais à Ber, un fief inexpugnable de djihadistes plus ou moins repentis, explique-t-il. Ou encore ce juge islamique dit Ouka Ouka, qui a ordonné des amputations. Il passe du bon temps dans son campement à quelques encablures de Tombouctou. Pour Dac, les bourreaux continuent donc de se bomber la poitrine dans la cité mystérieuse. Le verdict en vue d'Ahmad Al-Faki donne déjà le sentiment de l'arbre qui va tenter de cacher la forêt. En République démocratique du Congo, cette fois Dominique, le président du Sénat boycotte le dialogue inclusif et cela intrigue. Que cache et que charrie ce boycott de Kengo, s'interroge la Prospérité. Son analyste rappelle qu'il est un fin calculateur, un animal politique. Kengo, poursuit-il, se démarque et fait monter les enchères en taxant la démarche de Kodjo de non-inclusif. Parlant du respect de la Constitution, Kengo sait qu'il y a pour lui une perspective de pouvoir en cas d'échec des pourparlers. Pour le potentiel, l'affaire est pliée. Kengo, c'est la légalité constitutionnelle. En clair, Léon Kengo pourrait assurer l'intérim à la tête de l'État s'il est impossible d'organiser un scrutin présidentiel avant la fin du mandat de Joseph Kabila en décembre. En RDC, l'histoire a tendance à se répéter, explique le potentiel. Dans les années 90, à l'époque d'enlisement des résolutions de la Conférence nationale souveraine, c'est Kengo qui est venu débloquer la machine. En 2016, au moment où le dialogue s'essouffle, c'est encore lui qui pourrait être la clé de l'énigme. Dans le potentiel toujours à la pompe, les prix des produits pétroliers prennent l'ascenseur. Le prix du litre d'essence connaît une augmentation de 50 francs en congolais. Les consommateurs risquent de vivre la pire des situations suite aux effets d'entraînement que cette hausse peut engendrer, souligne le journal congolais. Le Burundi également à la une, le Burundi où les femmes n'ont plus le droit de porter des
des jupes trop courtes. C'est une information de Jeune Afrique. À Bujumbura, la capitale, plusieurs cas de femmes verbalisées pour des jupes trop courtes ont déjà été rapportés alors que le projet de loi sur les violences sexuelles, voté il y a quelques jours par le Sénat, n'est pas encore promulgué. Car ce texte, selon JA, comporte une disposition controversée sur l'interdiction des tenues indécentes sur la voie publique. À en croire certaines sources et les images qui circulent sur les réseaux sociaux, précise Jeune Afrique, c'est la police anti-émeute, l'unité connue pour la terrible répression qu'elle mène dans les quartiers dits contestataires, qui conduisait l'opération. La polémique donc sur la longueur des jupes enfle au Burundi. Le ministre à l'origine du projet de loi a déclaré que cette interdiction était une invention. Et puis la Nouvelle Tribune du Bénin titre sur le dernier hommage rendu à Émile Derlin Zinsou. L'ancien président de la République décédé le 28 juillet dernier. Dans l'allocution prononcée à la cérémonie, son neveu Lionel Zinsou, candidat malheureux à la présidentielle, a fait un lien entre l'exil et le pouvoir d'État. Les exilés font de grands chefs d'État, a déclaré Lionel Zinsou, comme pour dire, analyse avec ironie le quotidien béninois, que le président Talon, qui, rappelons-le, est arrivé au pouvoir après 3 ans d'exil en France, sera un grand chef d'État. Et puis pour terminer cette revue de presse, un reportage sur les émigrés burkinabés au Togo dans le quotidien burkinabé L'Observateur. Barbara Debout est allée à leur rencontre dans le port de Lomé où ils sont plusieurs milliers à travailler. La plupart d'entre eux n'ont pas eu d'autre choix que le Pawéré, autrement dit l'aventure ou l'émigration économique. On pourrait penser que le but est de remonter la marchandise à Ouagadougou, mais explique l'un des commerçants, je vends ma marchandise sur place, c'est plus simple car la douane est trop chère, explique un autre. Nos frères qui sont dans les pays européens ou en Asie nous envoient la marchandise. Dans les autres parcs, on ne peut pas le faire. L'avantage ici, c'est que tu paies la douane à la sortie. Donc, quand tu es vendeur au sein du parc, tu n'as pas de frais. Au Togo comme au Burkina, l'emploi se fait rare. Cependant, a constaté la reporter, le port de Lomé est en recherche constante de main-d'œuvre. Merci Dominique Bayard pour ce tour complet de la presse africaine. Le goût du monde. Clémence Denavi. Il est de tous les grands moments de la vie. Cette semaine, nous partageons un couscous avec la chef marocaine Fatema Al. Le couscous, pour moi, est avant tout le plat d'éducation. On apprend à partager, à respecter la place de l'autre, à faire la différence entre les différentes saveurs dans le même plat. Le goût du monde. Clémence Denavi, samedi à partir de 12h10 TU. RFI. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Et c'est l'heure du journal des sports. Bonjour Pierre Chaperon. Bonjour Mathieu. Les Coupes d'Afrique des clubs, c'est du football en Ligue des Champions. Pas de victoire pour la SEC Abidjan. Les Ivoiriens ont fait match nul 0-0 face au National du Caire. Une rencontre qui comptait pour pas grand-chose puisque les deux équipes étaient déjà éliminées. Les Mimos terminent dernier de leur groupe avec une seule victoire. Écoutez l'entraîneur de la SEC, Siaka Traoré. Et s'il espérait mieux dans cette compétition, il préfère retenir que le positif pour ce retour en Ligue des Champions, une première depuis 2008. On a voulu faire mieux que ça, au moins faire plaisir un peu à nos supporters et puis pour l'honneur. Je pense qu'on ne peut pas aller en demi-finale, mais au moins on voulait finir sur une victoire. Bon, je pense qu'on n'a pas eu de réussite. Et puis bon, voilà, on fait un match nul, je pense que c'est mérité, quoi. En Ligue des Champions, il faut gagner ces 3 matchs à domicile. Et nous, on n'a pas gagné de match à domicile. Si on fait l'analyse un peu, vous voyez, ce soir, on joue avec 2 attaquants. Soga ou personne ne le connaît. Il vient d'un centre. Donc il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe. Diaby Amara, il vient d'un centre. Nyamke, il vient de nulle part. Donc il y a beaucoup de jeunes. Donc arrivé à un certain moment, il y a l'expérience qui joue. Donc je pense qu'on a pêché un peu par ça. Je pense qu'en expérience, on a gagné quelque chose. Que ce soit l'entraîneur, les joueurs, je pense qu'ils ont gagné quelque chose en plus. Parce que le fait de jouer la Ligue des Champions, on gagne en expérience. Je pense que ça va leur permettre peut-être dans 1 an ou 2 ans d'être mieux en Ligue des Champions. Propos recueillis par Emmanuel Kofi. Dans l'autre rencontre, le Wydad Casablanca a fait match nul, 1 but partout face aux Zambiens du Zesco United. Et on connaît donc les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions. Oui, le Wydad affrontera les Égyptiens du Zamalek du Caire. Dans l'autre rencontre, Zesco United sera opposé aux Sud-Africains des Mamelodi Sundowns. Fin de la phase de poule également pour la Coupe de la Confédération. Une rencontre était au programme hier. Pas d'enjeu,
mais des buts. Le KOKM Marrakech et l'Al-Ahly Tripoli se sont séparés sur un score de parité, 2 buts partout. Vous le disiez, les deux formations étaient éliminées. Pour rappel, les demi-finales de la Coupe de la Confédération opposeront le tout-puissant Mazembe à l'Étoile du Sahel. L'autre affiche opposera le Mouloudia Béjaïa au FUS Rabat. Et puis un mot d'athlétisme pour terminer ce journal, Pierre. Oui, 4 jours après les dernières épreuves d'athlétisme des Jeux de Rio, ils sont de retour. La réunion de Lausanne en Suisse, et c'est la 11e étape de la Ligue de Diamant. On suivra les Africains, notamment la double 4e du 100 et du 200 mètres, l'ivoirienne Marie-Josée Talou, mais aussi la burundaise Francine Nyonsaba, médaillée d'argent sur 800 mètres. Eh bien, merci Pierre Chaperon pour ce tour complet de l'actualité sportive sur le continent africain. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.